Bonjour, vous écoutez Équilibre. Ici, au bord de l'Atlantique, on parle bien-être, vagues et lâcher prise. Nous sommes de plus en plus nombreux à aimer le surf, à organiser nos journées autour des vagues, du vent, des marées, qui influencent nos journées autant que nos humeurs. C'est un sport, une passion, un mode de vie qui nous accompagne parfois au quotidien, avec en tête ces superbes images de surfeurs et de surfeuses, de lignes parfaites, de destinations lointaines, de tubes qui font rêver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une surfeuse professionnelle française. Elle a été championne du monde junior en 2015. Elle est engagée sur le circuit des Challenger Series, qualificatif pour l'élite mondiale. En 2024, elle a manqué la participation aux Jeux Olympiques d'une seule place. Qu'à cela ne tienne, c'est une athlète talentueuse et déterminée qui continue d'avancer avec une énergie incroyable. Bonjour Tessa. Coucou Malika, merci beaucoup à toi de m'inclure dans ce podcast, je suis hyper contente. C'est également un grand plaisir de t'accueillir. Cela fait 1 an que l'on se connaît. Avec toi, j'ai appris plein de choses sur le surf professionnel et la discipline plus en général. Et j'ai très envie aussi de te présenter aux auditeurs. Tu repars dans quelques jours chez toi à Saint-Barth aux Caraïbes pour la saison off. Le repos est bien mérité. Et j'avais envie, que tu nous parles un petit peu de ta carrière. Peut-être que tu nous donneras quelques tips au passage pour notre pratique du quotidien. Première question que j'ai envie de te poser, déjà, comment as-tu découvert le surf et à quel âge? Alors de base j'ai grandi aux Caraïbes, donc forcément sur les petites îles entourées de la mer. Et c'est à mes 4 ans où j'ai vraiment découvert le surf avec ma grande sœur, on s'amusait à jouer dans les vagues avec nos bodyboards, etc. Et l'objectif pour nous, le challenge, c'était de se mettre debout sur le bodyboard. Et une fois que ça c'était réussi, ça y est, on s'est mis directement au surf. Et depuis, voilà, c'est devenu une passion et j'ai pu continuer à vivre ma passion à travers toute ma vie. En fin de compte, ça fait partie de ma vie et je suis hyper reconnaissante. Ouais. Tu nageais déjà à 4 ans ou tu portais des brassards? Je nageais déjà. Impressionnant parce que je crois qu'on a les capacités natatoires vers l'âge de 6 ans en général. Oui, et exactement. Et en fait, je sais pas si c'est aux Caraïbes où on nage plus tôt ou pas, mais avec mes parents, l'idée c'était vraiment d'être autonome et de pouvoir s'amuser et de pouvoir. On habitait tout proche de la plage, donc vraiment c'était important pour nous de savoir nager. Et ma grande sœur aussi fait que elle m'a attirée à être autonome plus tôt, plus jeune, ou à être plus mature peut-être aussi. Et grâce à ça, ouais, j'étais à l'aise dans l'eau dès le plus jeune âge. Et quand tu dis que tu as grandi aux Caraïbes, où exactement? Alors j'étais en Guadeloupe premièrement, et ensuite on a migré à Saint-Barth avec mon père. Donc tu avais quel âge quand tu es arrivé à Saint-Barth? Je devais avoir vers 10 ans. Les vagues sont sympas là-bas aux Caraïbes? Les vagues peuvent être sympas. L'idéal, c'est qu'on peut surfer toute l'année dans le chaud. Et ça, c'est vrai que ça donne envie, notamment quand on est en France et qu'il fait froid l'hiver. Nous, aux Caraïbes, on peut continuer à surfer toute l'année et en maillot de bain. Donc, c'est vrai que c'est un luxe. Mais après, les vagues, la qualité des vagues, nous, on a vachement des vagues de vent. Donc, c'est très clapoteux et assez mou, contrairement à ici en France. Mais voilà, ça nous permet de pouvoir surfer toute l'année. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je veux être surfeuse professionnelle ou on est venu à toi? Je pense que c'est un peu venu à moi, premièrement. J'ai été repérée rapidement par le pôle Esport en Guadeloupe. Je faisais toutes les compétitions intercaraïbes, donc entre les îles du Nord et la Guadeloupe avec la Martinique aussi. Et j'ai été repérée par le pôle Esport Guadeloupe en disant tiens, t'as du talent, il faudrait que tu puisses t'entraîner avec nous, ça pourra te permettre vraiment de pouvoir progresser et atteindre d'autres compétitions nationales et voire internationales. Et suite à ça, voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais intégrer le pôle espoir en Guadeloupe et voir ce que ça donne. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, mais en fait, on peut devenir professionnel, on peut faire des compétitions et c'est possible peut-être pour moi. Donc, je voulais donner toutes les chances pour y arriver, pour y réussir. Pour une adolescente, ça doit être incroyable. On imagine des vagues à gogo, des voyages dans le monde entier. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Maintenant, il y a beaucoup plus d'encadrement et de structures qui mettent en place justement le fait de pouvoir suivre un système scolaire parallèlement à sa carrière. À l'époque, c'était pas trop le cas. Donc c'est vrai que j'ai un peu
subi ça à l'époque, où j'essayais de faire de mon mieux avec le CNED, qui est, l'école par correspondance. Mais lorsqu'on voyageait aux 4 coins du monde et que le tout était par courrier, il fallait envoyer ses devoirs, à Paris, par courrier et que tu es en Australie, bah, c'était pas évident et suite à ça, voilà, j'ai dû faire une décision, est-ce que je continue l'école ou est-ce que je continue ma carrière sportive? Et bon, bah, voilà, j'ai bien évidemment continué ma carrière sportive, mais maintenant je sais que les structures vraiment, mettent en place, des systèmes pour que ce soit faisable, de faire les 2 en fait. Tu as aujourd'hui 28 ans, tu as intégré le pôle espoir à 14 ans. À quel moment les choses se sont accélérées? 14 ans, j'ai intégré le pôle espoir et à mes 15 ans, j'ai commencé à voyager vraiment à l'international et là, ça a commencé à ouais, 15-16 ans à prendre une tournure, que je m'y attendais pas trop, mais c'était tellement, bah, je le voyais tellement comme une chance que je fonçais, tête baissée dedans sans vraiment me rendre compte, tout ce qu'il fallait faire autour. On parlait de voilà, qu'est-ce que c'est d'être une surfeuse pro? C'est pas que les voyages, même si on montre beaucoup de ça, pas que d'aller dans l'eau, même si pareil, on montre beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de sacrifices, que ce soit par rapport à la relation avec sa famille. On ne voit pas vraiment beaucoup sa famille ou même ses proches et il y a beaucoup de préparation, que ce soit physique, mentale, parce que ça demande beaucoup d'énergie de pouvoir, être aussi actif et que ce soit sur l'aspect des voyages ou même, l'aspect sportif, de pouvoir surfer autant. Après, il y a aussi les sacrifices sur l'aspect financier où ça demande énormément de de budget de pouvoir voyager autant et même, le matériel surf, ça c'est très coûteux. Donc effectivement, c'est des gros sacrifices et parfois c'est pas facile. Surtout que finalement, bon à l'époque tu entouré par, tes parents, tes proches étant donné que tu es jeune, mais plus le temps passe et plus tu deviens autonome et plus tu deviens seul finalement et tu te retrouves seul à faire tout ça et là, ça commence à être difficile. Tu fais aujourd'hui partie du Challenger Series, qui est l'élite mondiale du surf. Quel est le rapport avec les sponsors? Est-ce qu'ils vous courent après? Est-ce qu'il y a une autre réalité ou est-ce qu'il faut vraiment faire partie du top pour ça? Moi, je suis sur le Challenger Series qui est, le tour mondial en deuxième division à peu près pour que les gens puissent se situer plus facilement et c'est oui, ça fait partie de l'élite. C'est difficile de se retrouver sur ce circuit, sur ce tour et effectivement, le fait de pouvoir être dans le top français, bah, c'est très prestigieux. Mais effectivement, les sponsors ne courent pas du tout à derrière les athlètes. Il faut vachement maintenant de nos jours jouer avec son image et tout cela passe par les réseaux sociaux et c'est là où ça complique un peu l'histoire parce qu'il faut être un peu bon partout, que ce soit sur nos performances, les résultats, mais aussi sur les réseaux sociaux, à bien jouer avec son image, à créer du contenu et là, c'est une tâche supplémentaire à ajouter à toute notre carrière sportive et c'est parfois pas facile à gérer aussi. Oui, on imagine plutôt un athlète être focus sur son corps, sur son mental et pas sur sa communication. Est-ce qu'il faut jouer en première division pour avoir un agent et d'autres privilèges? C'est un peu pareil pour être honnête. Il y a certains athlètes qui arrivent justement à s'entourer d'agents et de community managers et cetera, mais c'est pas donné à tout le monde, parce que le surf, tout simplement ne paye pas suffisamment et c'est pas facile de se démarquer un peu de tout le monde vu que tout le monde, peut jouer aussi sur cette image-là de surfeur, sur les réseaux en tout cas. Est-ce qu'il y a dans ta carrière des moments qui t'ont marqué? Ça peut être des moments de célébration, mais aussi de doute ou de peur? Je pense qu'il y a plusieurs événements marquants. Là, dernièrement, j'ai justement ressorti des vieilles photos, de 2015, quand j'ai été championne du monde junior et avec mon coach d'ailleurs, qui est toujours mon coach actuel, Yann Martin et on regardait ces photos-là avec, voilà, une belle nostalgie. On était: «Oh là là, c'était des beaux moments» et le temps passe vite et à travers ça aussi, je me suis rendu compte aussi de tout mon parcours, tous les hauts et les bas et dans les bas, on compte aussi les blessures, événements marquants où, on se dit: «OK, on pense être prêt physiquement, mais finalement, il y a quand même une grosse préparation physique qu'il faut prendre en compte et dans la préparation physique, il y a aussi la récup et bah, tu vois, grâce à toi aussi, l'an dernier, je me suis rendu compte que la récup, je le négligeais vachement jusqu'à, bah, te voir et être dans le bien-être aussi.
Le surf aussi, sa particularité, c'est que le terrain de jeu n'est jamais le même, on ne peut pas le prévoir. Bon, il y a des prévisions, mais voilà, une vague, elle vient, elle passe et comment on gère cette incertitude liée à la vague? Est-ce qu'on apprend à lâcher prise d'abord ou on doit être excellent pour faire face à tous les types de situations? Ça, c'est très bien dit. Effectivement, on est toujours, notre système nerveux, il est toujours actif. Il est toujours vigilant à pouvoir, chercher une adaptation, à pouvoir, prendre en compte tous les petits paramètres, tous les détails qu'il y a dans notre, environnement et aussi dans ce que nous, on peut faire dans notre, centre de contrôle et aussi de l'élément extérieur qui est pour nous l'océan. C'est vraiment pas facile et c'est ça où on perd beaucoup d'énergie finalement parce que ça fatigue énormément d'être en hyper vigilance constamment et sur, des événements ou les compétitions, ça demande encore plus d'énergie vu qu'on est dans dans une situation où on n'a pas le droit trop à l'erreur. Et en plus, quand tu voyages, tu dois gérer les décalages horaires, donc tu arrives plusieurs jours avant quand tu te rends sur une destination. Comment tu prépares tout ça aussi? Ouais, pareil, tout ça, c'est une gestion de pouvoir, déjà bien se connaître pour savoir combien de temps on met plus ou moins à s'adapter, le corps à se remettre en place pour pouvoir, être fonctionnel et performant. En général, moi, j'aime bien arriver, 3-4 jours complets. Parce que si c'est plus que ça, l'énergie, le système nerveux, il a le temps de se relâcher et du coup plus être en mode compétition, de plus avoir cette petite tension qui fait qu'on a besoin d'être, face à l'action et si on arrive trop tard, on est encore trop fatigué du voyage donc ça reste compliqué à gérer mais voilà, c'est pour ça il faut bien se connaître pour pouvoir savoir, qu'est-ce qui fonctionne pour nous et pas pour d'autres. L'océan, c'est ton univers. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Moi, je suis clairement fascinée par l'océan. Il me fascine tout autant qu'il me terrifie, en fait, parce que, j'ai toujours, grandi avec l'océan en vue, en tout cas et je sais qu'il peut avoir plusieurs aspects, que ce soit aussi beau qu'aussi effrayant et je considère ça la liberté, de pouvoir, être, aussi proche, mais aussi loin, c'est, vraiment une contradiction qui est, super belle à mes yeux et j'arrive vraiment pas à me lasser de l'océan ou de la mer. Hem et oui, je fais que du surf, en activité professionnelle, mais j'adore pouvoir nager, j'adore pouvoir être au contact de l'eau. Pour moi, ça représente un bien-être de fou et aussi l'apnée. L'apnée, ça a été, une expérience et une, découverte dernièrement incroyable qui me fascine. Quand tu parlais des peurs tout à l'heure, c'est vrai qu'on pense des fois aussi aux grosses vagues, aux courants. Comment est-ce qu'on apprend à gérer ça? Est-ce que toi, à ton niveau, il t'arrive lors de compétitions ou de séances d'entraînement de te dire, «Aïe, faut pas que le lit s'y casse»? Oui, bien sûr, je pense que dans tous les niveaux possibles, on peut toujours se faire peur et c'est ça aussi le lieu incertain comme l'océan, fait que, on reste humble à chaque moment, peu importe son statut, peu importe son niveau, l'océan, il fait pas la différence, hein. Donc oui, parfois, j'arrive encore à me faire peur, évidemment, que ce soit par rapport à la vague, par rapport aux profondeurs, par rapport, à tout vraiment, c'est, au courant, ça peut être, fatal très vite, en fait. Donc c'est pour ça, il faut savoir rester humble et respecter, que l'océan est bien plus fort que nous. Et tu as des techniques pour faire face à ces situations? C'est vrai que la respiration peut énormément aider pour, se canaliser, pour essayer de, voilà, se recentrer sur soi-même dans le moment présent et grâce à ça aussi à l'acceptation. C'est hyper important d'accepter et de reconnaître qu'on a peur. Parfois, on le voit même pas qu'on a peur, mais en fait, on a peur et suite à ça, on peut, forcément le partager et rien que de le partager, je sais que moi, quand j'ai un peu peur, j'en parle à mon coach et ça permet de soulager et de se sentir un peu accompagné dans cette peur-là et du coup, ça rassure directement. Et est-ce que quand on a peur, on peut aussi se dire: «Non, aujourd'hui, je n'y vais pas»? Ça t'arrive? Oui, ça arrive, bien sûr, il faut pouvoir respecter, voilà, toutes les facettes possibles. Quand parfois on le sent vraiment pas, il vaut mieux pas y aller, effectivement. Parce qu'on a un instinct au fond de nous et parfois il faut savoir l'écouter. Même si nous, les athlètes et dans la performance de haut niveau, on fait souvent abstraction, on essaie de pas l'écouter pour justement, bourriner et aller chercher encore plus la performance, encore plus le résultat. Parfois, en tout cas, en général, moi je suis plus tendance à vouloir écouter, mon instinct et ce qui se passe au fond de moi, quoi.
Mais parfois, ce qu'il y a au fond de soi, c'est un besoin d'adrénaline. Bah oui, ça dépend après le type de profil, hein. Il y en a qui meurent de soif de l'adrénaline et parfois c'est nécessaire aussi, hein. Franchement, c'est ce qui nous fait vibrer donc il faut trouver juste un équilibre, en fait. Est-ce qu'avant une compétition, tu as des petites habitudes, des rituels? On te voit souvent sur les photos avec un gros casque de musique. J'aime bien écouter du rap, ce qui, me ressemble pas trop mais j'adore, en fait, écouter le rap juste avant une série. Ça me met dans un état d'esprit où je suis là et je me sens prête à affronter qui que ce soit et ça me met vraiment dans un état d'esprit où, OK, je suis prête à y aller, à tout donner et c'est top. Mais j'aime bien aussi faire un peu de respiration pour être vraiment dans le moment présent parce que souvent, on est tellement dans l'adaptation et dans l'hypervigilance dont je parlais tout à l'heure que, ça nous sort du moment présent et parfois on passe à côté, juste à cause de ça. Pour relâcher un peu la pression, tu as d'autres passions à côté du surf. Tu peux nous en parler? Ouais, bah, déjà, j'ai parlé d'une découverte récente qui est l'apnée. Et suite à ça, il y a aussi une nouvelle passion qui est aussi une découverte récente, qui est la pole dance, qui m'a justement permis de pouvoir bah, avoir confiance en moi, retrouver un peu de confiance, qui me permet aussi de m'exprimer quand je ne peux pas m'exprimer à travers le surf. Donc je suis hyper contente de pouvoir bah, trouver un équilibre entre les deux et même si les deux sont hyper physiques. Oui, c'est vrai que le pole dance, c'est aussi beaucoup de gainage. Est-ce que tu sens que ça t'apporte quelque chose pour ta pratique du surf? Honnêtement, je sais pas si je sens une différence par rapport à l'aspect physique de ces deux disciplines, mais c'est plus dans l'aspect mental où ouais, j'ai un peu plus confiance, je peut-être m'affirme un peu plus grâce à ça, donc je suis contente. Quand tu t'entraînes au quotidien, comment est-ce que tu gères les spots bondés, saturés? Ça, c'est difficile, hein, parce que mentalement, franchement, ça prend beaucoup d'énergie de pouvoir traiter autant d'informations. Ce n'est pas juste qu'il y a du monde autour de nous, c'est juste qu'il faut pouvoir anticiper chaque mouvement. Le surf, c'est un sport dangereux, tout le monde l'oublie. C'est un sport hyper dangereux. Et plus tu rajoutes du monde à l'eau, plus le nombre de statistiques d'incidents bah, augmente. Donc, faut prendre en compte, nous, avec le haut niveau qu'on a, notre responsabilité, c'est de prendre en compte un maximum toutes ces informations-là pour anticiper, essayer de gérer et puis surtout faire attention aux autres. On doit faire attention à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Donc, voilà, c'est vraiment beaucoup d'informations et c'est pas souvent facile à gérer. Et encore plus quand ben, on est supposé être là pour s'entraîner et il y a du monde qui est là pour se défouler, pour sortir du boulot, ou quoi que ce soit. Donc, on a tous nos raisons différentes d'être à l'eau et parfois, c'est pas trop compatible. Comment tu t'adaptes à cette situation? En général, moi, même si c'est un spot qui est moins bien, mais qui a moins de monde, moi, je vais aller opter directement pour aller dans l'eau là où il y a le moins de monde. Parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu sauvage. Et de deux, ouais, je pense que pour ma préparation, pour mon espace mental et bien-être, moi, j'ai appris le surf dans des conditions où j'étais relativement seule à l'eau. Ou alors, aux Caraïbes, il y a un respect, il y a de la courtoisie. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément en France, ni ailleurs d'ailleurs, avec bah, du coup le fait que le surf soit tellement populaire de nos jours. Tu penses qu'en fait, c'est un peu une question de territoire à préserver? Aux Caraïbes, les spots sont moins saturés, donc on peut être courtois, et ici, il y a plus une guerre de territoire? Je pense, oui, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'eau sans savoir tout ça, en fait, tout simplement. Et ils prennent juste une planche de surf et ils vont dans l'eau sans bah, se rendre compte des priorités, de la courtoisie ou même bah, de leur niveau, tout simplement. Tu as vu cet engouement arriver? Plus en plus. Et au début, on s'en rendait pas compte. Mais je dirais que depuis la crise Covid, tout le monde a décidé de se mettre à surfer. Et ce qui est plutôt cool, tant mieux. Mais du coup, ouais, il faut pouvoir bien le faire. C'est-à-dire ben, s'informer sur les choses à respecter, les choses à ne pas faire. Si on n'a peut-être pas le niveau, ben, prendre des cours pour pouvoir être bien accompagné et avoir des bonnes bases. Enfin voilà, pour moi, c'est quand tu veux faire une activité, il faut savoir bien le faire. Et du coup, il faut être accompagné au début. Pour moi, c'est les bases. Et bien savoir nager, parce que quand on a un leash qui casse, il faut pouvoir assurer le retour à la nage. Ça a même dû déjà t'arriver? On se rend pas compte, le surf, c'est vraiment un sport à risque. Là, quand j'étais au Brésil pour ma dernière compétition de l'année, j'ai eu bah, sur ma première vague mon leash qui a pété et il y avait quand même un peu de taille, c'était assez solide
Et c'était la première session, donc j'étais pas forcément hyper à l'aise et je me suis dit: «Oh là là, trop relou». Mais en même temps, voilà, j'ai confiance en mes capacités. Je sais que j'ai toutes les notions pour ne pas me mettre en danger. Donc voilà, j'ai prévenu ma pote pour qu'elle puisse récupérer ma planche et moi, je suis rentrée à la nage à la plage. Mais oui, ça peut être hyper dangereux. On peut être vite déstabilisé ou même désorienté sans sa planche. Quand tu vas surfer, tu as une observation de l'océan, une lecture des vagues. Quelle est ton approche? Ouais, c'est hyper important de regarder un peu le plan d'eau, de savoir dans quelles conditions tu vas te mettre, que ce soit pour se préparer mentalement aux conditions, mais même par rapport à son matériel, quelle planche on va prendre, etc. C'est hyper important. Donc oui, il faut prendre quelques minutes pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, les courants, les vagues, le monde. Enfin, c'est toutes les informations qu'il faut pour pouvoir se mettre dans l'eau. Le surf, c'est parfois des heures d'exposition au soleil. Comment on se protège quand on va à l'eau? On se protège comme on peut, hein, parce que c'est vrai que la peau ou même ouais, nos cheveux, tout prend cher. On est dans l'eau de mer aussi, donc le sel, il attaque autant que le soleil. Et effectivement, on essaie de se protéger avec des bonnes crèmes solaires. On essaie de bien s'hydrater aussi parce que on le ressent pas forcément, mais on se déshydrate beaucoup. Et on essaie ouais, de prendre soin de ça comme on peut. Au niveau de tes routines bien-être, comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien? Comme je l'ai dit, je pense que je mise énormément sur l'hydratation, même si j'ai l'impression que je m'hydrate jamais assez. Et j'essaie de faire de plus en plus attention à ma peau, notamment celle de mon visage, que ce soit par rapport à la crème solaire, mais du coup aussi après il faut bien la nettoyer. Chose que pas tous les surfeurs font. Voilà, c'est quand tu mets la crème solaire qui est assez épaisse et qui tient bien pendant des heures justement dans l'eau, il faut prendre conscience qu'il faut ensuite la nettoyer, sinon ça bouge tous nos pores. Notre peau, elle respire plus et c'est une catastrophe pour notre peau, pour notre visage, quoi. Tu prends des crèmes respectueuses de l'environnement, de l'océan? Évidemment, ouais, il y a pas mal de crèmes de nos jours qui sont top pour la peau et aussi pour les océans, la protection des océans et des coraux. Donc, notamment moi qui viens des îles, forcément, je suis sensible à ça. Donc, c'est important de pouvoir trouver des bons produits comme ça. Pour revenir au Pays Basque, est-ce que tu as des spots de prédilection ou ça peut être dans les Landes? Bien sûr, tes spots secrets, tu les gardes pour toi, mais est-ce qu'il y a des vagues que tu aimes particulièrement surfer dans la région? Franchement, j'adore la France, hein. Faut pas croire, j'aime, enfin, pas parce que j'y suis pas très souvent, mais j'aime beaucoup la France, j'aime ma vie ici. Et si on veut me croiser, en tout cas, c'est sûr que ce sera sur Anglette. Je passe énormément de temps sur Anglette, que ce soit au club, au sable, ou même sur les autres plages, en fonction des bancs de sable. Voilà, ça peut être la Madrague, Marinella, les Cavaliers, vraiment en fonction des bancs de sable et aussi du monde. Donc, franchement, ouais, c'est vraiment un endroit que j'apprécie beaucoup et qui est simple aussi, étant donné que j'habite tout proche. Donc, j'y vais de manière très simple à la plage pour vraiment me faire plaisir ou alors m'entraîner. Et tu aimes surfer aussi les vagues landaises? Je crois qu'elles ont un peu plus de peps. Effectivement, dans les Landes, les vagues sont plus power et voilà, elles offrent un peu plus de potentiel. Donc, les vagues en qualité sont meilleures dans les Landes. J'y vais assez souvent aussi pour mes entraînements et parce qu'il faut aussi changer d'environnement pour pouvoir progresser. Ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que j'aime bien Anglette et les plages d'Anglette. J'apprécie beaucoup les gens, les locaux, ils sont très sympas. Donc voilà, j'apprécie être dans l'eau sur Anglette plus que dans les Landes, j'avoue. Tu recherches pas forcément le tube. Si parfois il y a certaines sessions qui sont dédiées à ça pour vraiment se mettre un petit challenge et sortir de sa zone de confort. Mais ça va dépendre des conditions et des moments de ma saison pour pouvoir me permettre d'aller chercher autre chose. Un petit mot sur le tube parce que c'est le rêve de plus d'un surfeur. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe quand on est dans le tube? Quel est ton ressenti à toi? C'est une sensation qui est assez magique pour être honnête parce que ça vient un peu comme une surprise et en fait le plus ça dure, le plus t'es surpris et c'est vraiment un moment qui est magique et t'es là: «Ah, mais c'est trop bien» et t'as envie que ça dure. C'est vraiment très addictif en fait. On se sent enveloppé dans un tube? Ouais, c'est ça, on se sent à la fois oppressé, mais en même temps on est bien et on sait que c'est un moment qui est court mais magique. C'est vraiment incroyable. Après c'est tout aussi simple que technique finalement. En fait, à la base des bases, c'est assez simple, mais le plus on veut durer, le plus on va être profond, le plus voilà, on va chercher de la performance, ça va être beaucoup plus technique.
Lorsque je prenais des cours de surf, le prof nous répétait souvent que le surf, c'est de la concentration, de la patience et de la persévérance. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as d'autres mots à ajouter? Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, hein. C'est vrai que c'est un sport qui est hyper ingrat, donc il faut se montrer, persévérant et patient. Mais il faut savoir aussi se faire plaisir et se contenter de «la vague du jour» entre guillemets. Toute l'année dernière, j'avais mon coach Yann Martin qui me disait, qui me rappelait «One wave make the session» pour dire que, il suffit qu'une seule vague pour se faire plaisir en fin de compte. Il y a qu'une seule vague qui va nous marquer de notre session et se dire: «OK, bon, j'ai passé 1 heure à galérer, mais j'ai quand même eu une bonne vague» et ça fait plaisir. Mais moi, en tout cas, quand je m'entoure, des personnes, qui ont un niveau différent ou quoi que ce soit, j'aime toujours rappeler que le meilleur surfeur dans l'eau, c'est celui qui s'amuse le plus. Alors ça, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que le surf, faut pas l'oublier, c'est aussi et peut-être d'abord se faire plaisir. Totalement. C'est ça l'objectif, hein. On n'est pas dans l'eau pour, se prendre la tête ni rien de tout ça. C'est vraiment de se faire plaisir, de pouvoir partager un moment, que ce soit avec l'océan, avec nous-mêmes ou avec nos copains, s'ils sont là. Et du coup, voilà, il faut vraiment penser à pouvoir se faire plaisir et pour ça, il faut savoir aussi prendre tous les détails de la situation et respecter, les autres s'il y a d'autres personnes parce qu'on est là tous pour la même chose, c'est surfer, se faire plaisir. Mais alors, pour entrer dans une zone de plaisir, il faut aussi progresser. Donc, est-ce que le surf, c'est un équilibre à trouver entre je me fais plaisir, je m'amuse, mais en même temps, j'essaye de progresser pour avoir plus de sensations dans les vagues? Totalement, essaie de te rappeler tes premières vagues. Même quand tu allais tout droit, tu te faisais plaisir, cette sensation de glisse. Donc le plaisir, il est là, peu importe ton niveau. Donc la progression, ça va de soi parce que parfois on aime se challenger, parfois on a envie d'être meilleur, parfois on a envie tout simplement d'apprendre un peu plus sur cette pratique. Mais le plaisir, peu importe le niveau, tu en as. Est-ce que tu connais cette phrase? Vaut mieux une mauvaise journée de surf qu'une bonne journée de travail. Je connais pas cette phrase, mais je pense que je suis d'accord aussi avec. Oui, c'est vrai qu'après une session de surf, on se sent vraiment bien, on est énergisé, nettoyé. Il y a vraiment un avant et un après. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Ouais, moi, comme je l'ai dit, pour moi, l'océan, c'est vraiment, une liberté. Donc, il y a vraiment ce ressenti de bien-être, de liberté, de connexion avec la nature qui est bien au-delà de ce qu'on peut vraiment imaginer. Puis ensuite, à la pratique de surf, c'est vrai qu'on est, dans des sensations qui sont, pas vraiment retrouvables ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est aussi addictif, je pense. Quand tu penses au surf, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? Liberté, je me répète, désolée. Moi, c'est vraiment, le seul moment où, que je sois seule ou accompagnée, de mes amis ou de mes proches, c'est vraiment une sensation qui me procure, du plaisir avec, vraiment le lien de liberté. En mode, tu dans l'océan, t'es avec, tes proches, tes potes ou X et tu te sens juste trop bien parce que t'es libre, en fait. Il y a pas tous ces tralala, toutes ces galères qui te suivent à l'eau. Ça c'est vraiment un échappatoire et moi, je le vois comme ça, même si c'est devenu mon travail. Je le vois vraiment comme, un plaisir d'être dans l'eau, c'est vraiment une liberté pour moi. Tu repars chez toi dans quelques jours à Saint-Barth pour la saison off. Un petit mot sur cette période? Ouais, la saison off, en général, c'est un moment que j'aime bien, tout simplement parce que je peux le segmenter. Il y a la partie où je relâche un peu tout, ça me fait du bien, c'est un peu mes vacances pendant quelques semaines, enfin, je veux dire, 2 ou 3 semaines grand maximum et je prends aussi ce temps pour me ressourcer, pour refaire, place au plaisir, que ce soit par rapport, à mes sorties, à mon entourage. Voilà, trouver un peu, un côté, où je me refais du bien, sans penser à l'athlète, plutôt en pensant à la femme et par la suite, il y a le gros bloc de préparation qui se met en place pour pouvoir être, prête pour la prochaine saison et ça, c'est assez intense. On le voit pas souvent parce que justement, on partage que les voyages et la compétition, mais il y a l'aspect saison off où la préparation, elle est hyper importante et c'est un gros, gros bloc de notre saison qui justement, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour pouvoir, être prêt et se soutenir, pendant toute une saison qui dure des mois, quoi. Donc on fait le bilan de la saison passée et en même temps on redéfinit des enjeux. Exactement. C'est tout ça qu'on fait avec, l'aide de mon équipe
pour cibler et savoir qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir réajuster et se remettre à fond pour la prochaine. Merci beaucoup Tessa pour ta participation et je te souhaite un bon retour à Saint-Barth. À bientôt. Merci à toi, c'était super, merci beaucoup. Pour suivre les prochains épisodes d'Équilibre, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser des petites étoiles ou un commentaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.